Les objectifs en 1 heure, c'est de comprendre la physiopathologie de l'état de choc. Et vous allez voir qu'il y a une définition clinique, mais il y a un rationnel physiopathologique, et c'est important de bien le comprendre. De savoir bien reconnaître, bien dépister des patients qui sont en état de choc. Savoir, une fois que vous avez reconnu ça, diagnostiquer la cause, l'origine de l'état de choc, parce que ça va déterminer un traitement étiologique. Et puis savoir prendre en charge les patients. Et vous allez voir qu'il y a à la fois une attitude symptomatique et puis une attitude purement étiologique une fois que vous avez déterminé la cause. Donc, ces points-là sont extrêmement importants. Alors, premièrement, utiliser le bon langage. D'accord ? Donc quand on parle d'état de choc, en fait, sur le plan physiopathologique, c'est simplement une carence tissulaire aiguë et prolongée en oxygène. Donc c'est une inadéquation entre les apports de l'oxygène et la consommation par les cellules. Donc une inadéquation entre l'apport et l'utilisation dans des situations pathologiques. Tout ce qu'on appelle collapsus, etc., sont des chutes de la pression artérielle, mais ce n'est pas la même chose que la vraie définition du choc sur le plan physiopathologique. Donc c'est une inadéquation entre l'apport et la consommation ou l'utilisation d'oxygène par les cellules qui est modifiée de façon aiguë et de façon prolongée. Alors, ce défaut de perfusion tissulaire, en fait, il va entraîner le switch du métabolisme cellulaire, qui est habituellement aérobie, vers un métabolisme anaérobie. Vous connaissez, c'est les cours de P1, P2, etc., le cycle de Krebs. Et finalement vers le défaut de production cellulaire d'ATP, on produit moins d'ATP, voire plus d'ATP. Et puis en parallèle, quand le métabolisme est dévié vers le métabolisme anaérobie, on va produire de l'acide lactique. D'accord ? Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir regarder chez des patients et qui va être non seulement visible sur le plan biologique, mais qui va être un signe de gravité également. Et donc quand vous avez des patients qui ont des états de choc avec une acidose lactique, vous savez que d'emblée, c'est un état de choc qui est grave. Habituellement, dans le sang, on a moins de 2 millimoles par litre d'acide lactique. Vous pouvez avoir des augmentations transitoires qui sont pathologiques, entre 2 et 10 millimoles par litre. Et on sait sur des cohortes de patients que quand les lactates sanguins dépassent 10 millimoles par litre de manière prolongée, eh bien, alors qu'avant, c'est simplement un signe d'hypoperfusion tissulaire qui peut être transitoire, si vous dépassez 10 millimoles par litre, eh bien, c'est un facteur qui est hautement prédictif de décès pour les patients. D'accord ? Donc c'est quelque chose qu'on va surveiller et qui est simplement le témoin du passage du métabolisme cellulaire aérobie vers le métabolisme cellulaire anaérobie. La définition, je vous ai dit tout à l'heure, de l'état de choc, elle est clinique. Ce que vous allez voir, vous, chez les patients, c'est une baisse de tension artérielle. Donc c'est défini par deux paramètres, soit la tension artérielle systolique est inférieure à 90 mm de mercure, soit chez des patients qui sont habituellement hypertendus et qui sont habitués à avoir des tensions plus élevées, c'est une baisse d'au moins 30% chez ces patients hypertendus connus. D'accord ? Donc retenez bien ça, dès que vous voyez un patient qui a une pression artérielle à moins de 90 mm de mercure, chez vous, ça doit être un signe d'alarme. D'accord ? Comme le fait que vous voyez un patient qui est tachycarde, qui a de la fièvre, etc. Ça fait partie des signes importants qui vont permettre de définir l'état de choc. Alors vous allez avoir une redistribution de la perfusion des différents organes. Excusez-moi, mais de Mac APC, la mise en page n'est pas tout à fait la même. Et donc, habituellement, vous avez des organes qui sont perfusés avec un fonctionnement normal, on va dire. Et donc là, en fait, il y a certains organes pour lesquels la circulation sanguine va être diminuée au bénéfice d'autres organes dont le fonctionnement va être favorisé. Et donc typiquement, vous allez avoir les reins, les muscles, la peau, les intestins qui vont avoir des vasoconstrictions des circulations locales au profit d'une redistribution des flux sanguins vers le cœur, vers le cerveau. Et l'évolution de ces redistributions de circulation au cours de l'état de choc peut amener vers ce qu'on appelle la défaillance multiviscérale, c'est-à-dire la souffrance de différents organes, le rein, le foie, le cœur, etc., le cerveau, qui vont avoir tous des manifestations cliniques que vous allez voir avec différentes significations au cours de l'état de choc. Le diagnostic de l'état de choc, donc, il est clinique, c'est la tension artérielle. Vous allez voir des signes associés qui sont des signes périphériques et typiquement, ce qu'on recherche régulièrement, notamment au niveau des genoux, je vous montrerai une photo, c'est ce qu'on appelle des marbrures. C'est typiquement l'aspect un peu marbré d'un patient avec des petites zones violacées qui est associé à des extrémités qui sont souvent froides et qui sont des altérations de la microcirculation cutanée.
On les recherche parce qu'on peut facilement les regarder, c'est sur la peau. Mais si on pouvait regarder la microcirculation cutanée, la microcirculation d'autres organes, on verrait exactement les mêmes altérations. Donc ce que vous voyez quand un patient est marbré au niveau de la peau, il faut vous dire que c'est la même chose au niveau de la microcirculation cérébrale, rénale, etc., etc. Et que tous les signes de souffrance que vous voyez qui sont visibles sur la peau, ce sont les mêmes dans les autres organes et ils vont générer des défaillances d'organes assez rapidement. L'hypotension artérielle, je vous l'ai dit au départ, même si c'est la définition, c'est un signe qui est souvent assez tardif. Pourquoi? Parce qu'on a des mécanismes de compensation qui font qu'on est capable de s'adapter à certaines situations pathologiques, d'autant plus qu'on est jeune, un petit peu moins chez les sujets âgés, un petit peu moins chez les sujets notamment hypertendus, c'est pour ça qu'il y a une définition spécifique pour les sujets hypertendus. Mais on est capable de s'adapter à certains niveaux de perte sanguine, par exemple, on va le voir tout à l'heure, et donc on est capable de compenser la pression artérielle, et donc comme je vous disais au départ, quand vous voyez un patient qui arrive avec une hypotension et un état de choc, vous êtes déjà très en retard. D'accord ? Le plus souvent, les patients sont tachycardes. Faites attention, parfois il y en a qui sont sous bêta-bloquants. D'accord ? Donc vous ne verrez pas de tachycardie, pas forcément de tachycardie, ça peut être piégeant. Et puis, comme la peau a des altérations de sa microcirculation, tous les autres organes peuvent avoir les mêmes altérations et donc vous allez voir des manifestations. Sur le cerveau, ça donne de l'agitation, voire des troubles de la conscience, etc., etc. Et puis souvent, comme il y a une inadéquation entre les apports et les consommations cellulaires d'oxygène, le patient est polypnéique et ça peut être aussi en rapport, vous le verrez dans les ateliers de biologie, avec un certain niveau d'acidose respiratoire qui, elle, vient de la production d'acide lactique. Voilà, typiquement ce que vous rechercherez chez des patients qui ont une hypotension, qui ont des extrémités froides. Donc c'est le prototype des marbrures que vous voyez relativement bien là, on va dire. Et donc ça c'est assez caractéristique. Le plus souvent on les trouve sur le genou, mais on peut les trouver ailleurs sur la peau. Donc retenez bien ça et pensez à vérifier les genoux de vos patients, soulevez les draps. C'est important de les examiner d'un bout à l'autre. Alors, un petit peu d'hémodynamique plus avancée pour que vous compreniez quelques aspects. Il y a des caractéristiques importantes dans la consommation d'oxygène et on va essayer de regarder la façon dont est amené l'oxygène dans les poumons, dont l'oxygène est échangé et puis ensuite transporté des poumons aux utilisateurs finaux qui sont les cellules. D'accord ? Donc ces paramètres-là, le paramètre le plus important, c'est ce qu'on appelle la DO2, c'est le transport en oxygène. Et il va être dépendant d'un certain nombre d'autres paramètres, la capacité de l'oxygène de se fixer à l'hémoglobine, le débit sanguin cardiaque, la saturation en oxygène et le niveau d'hémoglobine, etc. Tous ces paramètres-là vont définir un certain niveau de transport d'oxygène. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que on va regarder à la fois le transport en oxygène, c'est-à-dire la capacité du sang à amener de l'oxygène aux cellules, et l'extraction d'oxygène, c'est-à-dire la capacité des cellules à utiliser cet oxygène. D'accord ? Donc la courbe violette ici, c'est le transport en oxygène. D'accord ? Donc vous voyez que quand le transport en oxygène diminue, on a ici la production, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de lactate. D'accord ? Métabolisme aérobie vers métabolisme anaérobie. Ce qui est important, c'est d'essayer de rester sur cette courbe-là, qui est l'extraction en oxygène critique, et de faire en sorte qu'on puisse fournir en permanence aux cellules suffisamment d'oxygène. Si on descend en dessous de ce seuil-là, à ce moment-là, on rentre dans la problématique de extraction insuffisante, capacité des cellules moins importante à utiliser l'oxygène, et le transport à ce moment-là devient inadapté et on passe dans le métabolisme anaérobie qui va entraîner la production d'acide lactique. C'est très simplifié, d'accord, pas forcément rentrer dans les détails à votre niveau, mais c'est relativement bien connu tous ces phénomènes-là. C'est notamment bien connu parce que c'est bien régulé. Et il y a un certain nombre de centres nerveux dans le cerveau ou en périphérie qui sont capables de réguler ces paramètres pour faire en sorte qu'il y ait une adaptation relativement permanente entre la consommation, les besoins, et les apports en oxygène. D'accord ? Et ça va inclure à la fois les récepteurs qui vont gérer la fréquence respiratoire pour l'apport d'oxygène, les récepteurs qui vont gérer la pression artérielle pour le débit sanguin, les récepteurs qui vont gérer le rythme et la contractilité cardiaque pour le débit sanguin, pour le débit cardiaque également. Et donc il y a un grand nombre de paramètres qui vont permettre de réguler
ces aspects-là et qui vont permettre notamment de s'adapter dans des situations qui sont des situations physiologiques, et le prototype même c'est l'effort, d'accord, ou qui peuvent être des situations pathologiques, notamment d'infections graves, d'hémorragie aiguë, etc. Voilà. Et donc tous ces paramètres-là, il faut les connaître parce qu'ils permettent pour une certaine partie d'arriver à comprendre les traitements, notamment tous les paramètres qui concernent la vasomotricité artérielle, qui vont être des traitements qu'on va pouvoir donner dans les états de choc. Alors l'autre aspect important, c'est de bien comprendre quand on parle du débit cardiaque, puisque ça va être un paramètre particulièrement important, qu'en situation où les patients vont avoir certains niveaux de ce qu'on appelle l'hypovolémie, c'est-à-dire la volémie sanguine va être diminuée, eh bien on va pouvoir améliorer cette volémie en amenant ce qu'on appelle du remplissage vasculaire. On va le revoir dans les traitements. La capacité du cœur à s'adapter, chez les gens jeunes ou à cœur normal, est importante. Et dans certains niveaux, plus on va faire monter la volémie, plus le débit cardiaque va augmenter. Le débit cardiaque, ça va être un paramètre qui va nous intéresser beaucoup, parce que c'est ça qui va permettre d'améliorer la circulation sanguine et d'améliorer l'apport d'oxygène au tissu. Chez des patients qui ont un certain nombre de pathologies, et notamment des pathologies cardiaques ou un déficit du muscle cardiaque, vous voyez ici, donc quand on augmente ce qu'on appelle la précharge, c'est-à-dire la charge du ventricule gauche, on va augmenter la précharge. Cœur normal, on est capable de faire monter, vous voyez, de façon intéressante, le débit cardiaque. Cœur insuffisant, on fait monter, mais on part d'un niveau de base qui est beaucoup moins important et on va arriver à un niveau final qui est beaucoup moins important. Et ce qui est important, c'est que sur les deux courbes, vous avez vu qu'à un moment, on atteint un plateau. D'accord ? Donc c'est plus la peine de faire du remplissage vasculaire supplémentaire. Il y a un moment, où, notamment plus rapidement chez le cœur insuffisant, vous allez saturer les capacités du cœur à augmenter le débit cardiaque. Donc ça, c'est ce qui se passe avant le ventricule gauche, d'accord, et ce qu'on peut faire pour améliorer le débit cardiaque. Il y a un autre paramètre après le ventricule gauche qui s'appelle la post-charge, qui définit notamment qui est défini par les résistances vasculaires systémiques. Et donc, à cœur normal, le cœur est capable de s'adapter à ce qu'on appelle une augmentation de post-charge, c'est-à-dire qu'il va continuer à se contracter plus fort pour faire face à cette augmentation de pression ou de résistance face à son éjection. Et à cœur insuffisant, vous avez vu que l'adaptation par rapport à la post-charge, elle est beaucoup moins importante et très rapidement, il y a une chute importante d'un autre paramètre qui est le volume d'éjection systolique. D'accord ? Donc, la capacité du myocarde à faire face à ces situations, elle est extrêmement importante et ça va être un paramètre majeur à bien comprendre chez les patients qui ont un état de choc pour comprendre comment ils peuvent s'adapter et comment vous allez pouvoir les aider à évoluer à travers ces états de choc. Alors, les états de choc, je vous ai dit, c'est un espèce de tronc commun à l'évolution de plusieurs pathologies, mais qui peuvent avoir différentes causes. Donc il y a une classification fonctionnelle qui est importante à connaître, et à partir de ça, vous allez pouvoir déterminer assez facilement et assez rapidement la cause d'un état de choc. Donc il y a ce qu'on appelle des chocs quantitatifs, d'accord, où typiquement il y a une baisse du débit cardiaque, du débit sanguin, et une augmentation des résistances vasculaires systémiques. Dans ces chocs quantitatifs, il y a essentiellement deux catégories. Le choc hypovolémique, on va en reparler. Donc c'est une baisse de la volémie sanguine, par exemple l'hémorragie, par exemple la déshydratation. Ou le choc cardiogénique. Donc là, c'est une altération de la pompe cardiaque. D'accord ? Donc dans les deux cas, baisse du débit cardiaque. Augmentation des résistances vasculaires systémiques. Il y a un autre choc qui est le choc obstructif, qui est typiquement le choc qu'on rencontre dans l'embolie pulmonaire, qui est d'une physiopathologie un petit peu différente que le choc cardiogénique, puisqu'il y a un blocage entre le ventricule droit et le ventricule gauche, d'accord, mais qui se caractérise également par une diminution de débit cardiaque. Donc à côté de ces chocs quantitatifs, il y a une autre classe qui sont ce qu'on appelle les chocs distributifs, où là il y a une augmentation du débit cardiaque, et une diminution des résistances vasculaires systémiques. Donc vous voyez que la physiopathologie dans les deux classes de choc est différente. Donc dans ces chocs-là, on retrouve le choc septique, les infections graves, et on retrouve également le choc anaphylactique, donc les allergies aiguës, ce qu'on appelle le type 4. Voilà. Ce que vous pourrez retrouver dans certains livres, probablement un petit peu anciens, c'est la notion de choc froid et de choc chaud. D'accord ?
C'est des choses qui ne sont plus utilisées, je vous l'ai juste remis pour que si jamais vous le trouvez dans des documents, vous puissiez les identifier. Choc quantitatif, choc distributif. Baisse du débit cardiaque, augmentation des résistances, dans un cas, ou dans l'autre cas, augmentation du débit cardiaque et baisse des résistances. D'accord? Alors on va revoir tous ces chocs. Donc le premier exemple, c'est le choc hypovolémique. Donc le choc hypovolémique, il est lié à une diminution du volume sanguin circulant. C'est ce qu'on appelle la volémie. Donc il y a moins de volume sanguin, il y a moins de retour veineux dans l'oreillette droite, donc il y a moins d'éjection du ventricule droit, moins de retour veineux dans l'oreillette gauche, moins d'éjection du ventricule gauche, donc baisse du débit cardiaque, d'accord ? En réaction, il y a un certain nombre de paramètres d'adaptation, notamment la vasoconstriction. Elle est veineuse et elle est également artériolaire sélective. Donc la traduction de ça, c'est la redistribution des circulations vers certains organes que je vous ai montré tout à l'heure, d'accord, et la redistribution du débit cardiaque. Initialement, ces mécanismes d'adaptation, ils permettent de maintenir la pression artérielle. Donc ça veut dire que dans un état de choc, si vous regardez que la pression artérielle, pendant longtemps, vous allez être rassuré. Alors qu'il se passe plein de choses et plein de modifications sur le débit cardiaque, sur les résistances vasculaires systémiques, etc. D'accord ? Le problème, c'est que ces paramètres, débit cardiaque, résistance vasculaire systémique, consommation d'oxygène, transport d'oxygène, extraction, etc., sont des paramètres qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer. D'accord ? La pression artérielle, c'est facile, on met un brassard, on regarde, on a 2 chiffres, et c'est simple à prendre, à reprendre, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie sur ces paramètres-là pour la définition de l'état de choc. Néanmoins, c'est un paramètre qui ne bouge que tardivement. Alors pour vous donner une idée de la capacité d'adaptation de l'organisme, vous avez ici l'estimation des pertes sanguines en fonction des signes cliniques. Donc c'est des études qui avaient été faites dans les années 60 chez le chien ou chez le lapin. Typiquement, on endormait un animal, on ouvrait une artère, on mesurait le volume de saignement et on regardait l'adaptation des paramètres hémodynamiques. D'accord ? Dans une certaine mesure, ça a été fait dans différentes conditions, mais pas expérimentales bien sûr, chez les hommes. Et donc on estime, vous voyez que pour des volumes de saignement relativement importants, puisque là on est de l'ordre de 750 à 1500 millilitres de saignement, vous voyez qu'on a une pression artérielle systolique qui est inchangée. D'accord ? Ça veut dire que quelqu'un qui est jeune et qui sait s'adapter peut perdre un tiers de sa masse sanguine et encore avoir une pression artérielle qui est normale. D'accord ? Par contre, ça va entraîner des modifications importantes sur le reste des paramètres, notamment il va devenir tachycarde, d'accord ? Le pouls capillaire va être augmenté, et puis la fréquence respiratoire va être augmentée, et on va avoir un certain nombre de signes associés, qui sont des signes d'altération des microcirculations, l'anxiété, éventuellement des marbrures, etc. etc. D'accord ? Donc ces signes-là, c'est ça qu'il faut rechercher et qui sont un peu plus précoces. Okay ? Et puis vous voyez que à partir de 1,5 litre à peu près, ou plus de 2 litres de saignement, à ce moment-là, on a un effondrement rapide de la pression artérielle, le patient devient très tachycarde, etc. etc. D'accord ? Donc le message important, c'est n'attendez pas qu'il y ait des modifications de pression artérielle pour prendre en charge ces patients, notamment dans le cadre du choc hémorragique. Alors, dans le choc hémorragique, donc on a vu qu'il y avait une hypovolémie, une diminution du débit cardiaque et également une diminution de la capacité oxyphorique du sang artériel. Donc c'est la capacité à transporter le sang. L'hémorragie, elle peut être extériorisée ou non. Vous pouvez avoir des lésions qui sont évidentes. Typiquement, vous travaillez avec les pompiers ou le SAMU, vous allez chercher un jeune qui est tombé en scooter et qui a un arrachement de membre et qui saigne. Voilà. Là, le diagnostic de choc hémorragique, il est simple. D'accord ? Dans certains cas, c'est moins évident. Ça peut être une hémorragie digestive, donc quelqu'un qui va saigner dans son tube digestif. Le tube digestif, ça agit comme un grand réservoir, d'accord, qui peut contenir beaucoup de volume, et vous le verrez que quand ça va s'extérioriser. Soit parce que le patient a une hématémèse, il vomit du sang, soit parce qu'il a un méléna, voire une hémorragie digestive basse. Mais il peut se passer 6, 8, 10 heures avant que le saignement soit extériorisé, et à ce moment-là, vous arrivez très en retard. Ça peut être aussi un saignement dans une cavité comme le thorax ou le péritoine,
où là c'est extensible et finalement le volume de saignement peut être important avant que cliniquement on puisse s'en rendre compte, hein. Et puis après il y a toutes les conditions pathologiques, les traumatismes du bassin, du fémur, du rachis, qui sont des lésions qui vont saigner beaucoup. Autre catégorie de choc, donc on a vu le choc hémorragique, le choc hypovolémique. Donc là, c'est plus des globules rouges et du sang total qu'on va perdre, c'est simplement du liquide, d'accord, du plasma. Donc les pertes plasmatiques et hydrosodées, ça se voit chez les patients qui ont des diarrhées profuses, typiquement le modèle qu'on voit plus beaucoup, mais c'était le choléra, d'accord. Des vomissements abondants, un syndrome occlusif par exemple, des brûlures étendues. Chez les patients qui sont brûlés, il y a une perte de plasma qui est extrêmement importante, la peau réalisant une barrière d'évaporation. Il y a certaines situations comme le diabète où il y a des polyuries, notamment le diabète insipide ou des polyuries osmotiques qui peuvent être liées à des hyperglycémies. Tout ça, ça peut entraîner des hypovolémies aiguës avec des déshydratations aiguës, hein. Et puis l'occlusion intestinale, j'en ai parlé, que ce soit avec du liquide qui va être extériorisé, c'est-à-dire diarrhée ou vomissement, ou alors ce qu'on appelle la séquestration liquidienne qui est liée à la paralysie de l'intestin. Deuxième classe de choc quantitatif, le choc cardiogénique. Donc là, on est dans le cadre d'une diminution de débit cardiaque alors que le volume intravasculaire est adéquat. Donc là, c'est le cœur qui n'est plus capable d'assurer le débit cardiaque nécessaire au fonctionnement de l'organisme. Ça rentre dans le cadre de différentes pathologies relativement hétérogènes qui sont toutes liées à l'altération du cœur, mais qui peuvent être de différentes causes. Ça peut être typiquement l'infarctus, donc une partie du muscle cardiaque qui se nécrose et qui n'est plus capable de pomper le sang avec la même force, que ce soit une nécrose du ventricule gauche ou du ventricule droit. Ça peut être également des complications mécaniques de l'infarctus, typiquement sur des infarctus étendus, il peut y avoir des ruptures de piliers de valve par exemple. Ça peut être des altérations non ischémiques du muscle, notamment les cardiomyopathies, d'accord, ou des myocardites. Il y a certaines infections virales qui peuvent donner des myocardites aigus avec une altération importante de la contractilité du myocarde. Ça peut être sur des pontages coronaires, donc là on est dans les situations post-opératoires. Ça peut être également des valvulopathies, hein, typiquement une insuffisance aortique importante avec un reflux de sang à chaque éjection peut entraîner un choc cardiogénique. Et puis ça peut être également des troubles du rythme, donc typiquement le patient qui va faire une arythmie complète par fibrillation auriculaire mal tolérée, eh bien, il va y avoir un défaut de remplissage du ventricule gauche, un défaut d'éjection et donc une altération de son débit cardiaque. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va classer un petit peu à part ce qu'on appelle les chocs obstructifs, donc le choc de l'embolie pulmonaire ou de la tamponade. Donc là, c'est différent. C'est en fait, alors dans le cadre de l'embolie pulmonaire, un caillot dans une des artères ou les deux pulmonaires qui va bloquer l'éjection du ventricule droit, qui a une capacité d'adaptation à ce type de phénomène qui est beaucoup moins importante que le ventricule gauche. Donc quand on augmente la post-charge du ventricule droit, ça va se passer beaucoup moins bien que pour le ventricule gauche, d'accord. Et donc là, il y a un blocage entre les deux systèmes droit et gauche, et donc une diminution de l'éjection avec une stagnation du sang dans l'oreillette droite et dans le réseau veineux. La tamponade péricardique, c'est un petit peu différent. Donc la tamponade, c'est l'accumulation de liquide dans l'enveloppe du cœur qui s'appelle le péricarde, et le liquide va s'accumuler et va comprimer le cœur, d'accord. Et donc il va l'empêcher de se relaxer pour se remplir, et il va l'empêcher d'éjecter le sang. Donc là, on est sur des phénomènes qui sont un petit peu différents, mais qui peuvent participer à l'apparition d'un choc cardiogénique. Les traitements vont être également un petit peu différents. Notamment dans l'embolie pulmonaire, donc la physiopathologie du choc, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'apparition d'un blocage ou d'une résistance à l'éjection du ventricule droit, qui va entraîner deux phénomènes. La dilatation importante du ventricule droit, le ventricule droit est plus capable d'assurer sa fonction, et puis la diminution du volume télédiastolique du ventricule gauche qui est liée à la diminution du retour dans l'oreillette gauche. Tout ça, ça amène une diminution du débit cardiaque et donc une baisse de la pression artérielle que vous verrez également chez les patients. Et parallèlement, il y a également une ischémie du ventricule droit qui va créer un certain cercle vicieux et qui va entretenir le phénomène avec une diminution de la perfusion coronaire, une diminution de la pression artérielle, etc. Choc distributif, donc là on est dans l'autre cadre, maintien voire élévation du débit cardiaque et baisse des résistances vasculaires systémiques. Donc le modèle c'est le choc septique. Donc c'est l'association d'une infection sévère et des signes de choc. Tous les patients qui ont une infection bactérienne qui n'est pas diagnostiquée ou qui n'est pas traitée de façon appropriée
Si vous faites rien, ça marche assez bien. Ils vont évoluer assez rapidement vers ce qu'on appelle un syndrome un CIRS, un syndrome de réponse inflammatoire systémique, et puis ensuite vers un sepsis sévère, voire un choc septique. D'accord ? Le principal phénomène physiopathologique de choc septique, c'est l'apparition d'une vasodilatation extrêmement importante. Parallèlement, il va y avoir une hypovolémie qui peut être relative ou absolue. Et puis, dans certains cas, il peut y avoir aussi une action directe des toxines bactériennes sur le myocarde. Donc le plus souvent, c'est majoritairement vasodilatation, et parfois c'est association de vasodilatation et diminution de la contractilité myocardique. D'accord ? Donc évidemment, quand les deux se surajoutent, le choc est d'autant plus grave. Et puis le dernier choc dans les chocs distributifs, c'est le choc anaphylactique. Donc c'est une manifestation importante de l'hypersensibilité immédiate de type 4 qui est liée à la libération brutale de médiateurs de l'inflammation par des mastocytes et des basophiles. Donc là c'est un phénomène purement chimique qui entraîne une vasodilatation extrêmement rapide et importante et qui est associé à d'autres signes qui peuvent être des signes cutanés comme par exemple un rash, l'apparition d'œdème, notamment le fameux œdème de Quincke. Donc quand c'est associé à ça, c'est assez facile à reconnaître et souvent vous verrez il y a un contexte spécifique. Donc là aussi il peut y avoir une hypovolémie relative ou absolue et puis il y a essentiellement une vasodilatation. Quel que soit l'état de choc dont je vous ai parlé, à partir du moment où ça se prolonge, ça devient complexe, très complexe, d'accord ? Parce que vous rentrez dans des problèmes de défaillance d'organes qui ne sont pas forcément, alors qui peuvent être réversibles au départ, notamment pour le rein, notamment pour le foie. À partir du moment où ça se prolonge, ça devient des défaillances irréversibles. Donc vous allez avoir un problème de défaillance myocardique importante, de défaillance vasculaire, et puis surtout vous allez avoir l'entretien d'une composante hypovolémique qui va aggraver les manifestations de l'état de choc. Alors, la prise en charge. Donc il y a un certain nombre de choses communes à tous les états de choc, et puis il y a des choses ensuite qui sont spécifiques, et c'est pour ça que je vous disais au début, c'est important de bien comprendre la cause de l'état de choc. Donc il y a ce qu'on appelle la mise en condition. La mise en condition, c'est un certain nombre de choses simples. Vous allez allonger votre patient, vous allez le déshabiller, d'accord, ne serait-ce que pour voir s'il n'a pas des marbrures par exemple, et vous allez lui donner de l'oxygène. Chez des patients qui sont d'emblée très graves, vous allez pouvoir éventuellement avoir une prise en charge plutôt type réanimatoire avec une intubation orotrachéale si les patients sont en détresse respiratoire. L'élément important également, c'est d'arriver à surveiller, à monitorer un certain nombre de paramètres. D'accord ? Idéalement, on aimerait bien surveiller les paramètres dont je vous ai parlé qui sont modifiés assez précocement dans l'état de choc, le transport en oxygène, les résistances vasculaires systémiques, etc. Ça, c'est pour la plupart des monitorages invasifs. Peut-être il y a des choses en cours en ce moment, peut-être que dans 3 à 5 ans, vous aurez des choses non invasives plus simples. En tout cas, pour l'instant, le monitorage basique, c'est fréquence cardiaque, pression artérielle, saturation en oxygène. Si vous avez ces paramètres-là, vous avez des paramètres de monitorage de base qui vont être importants à suivre, d'accord, et à réévaluer. Vous allez perfuser votre patient et vous allez mettre des cathéters périphériques de gros diamètre, d'accord, sur les bras principalement ou éventuellement en jugulaire externe pour pouvoir perfuser le patient et notamment faire les premières mesures de thérapeutiques qui sont le remplissage vasculaire. Et puis assez rapidement, vous allez prélever également, profiter des perfusions pour prélever des examens sanguins. Et le bilan minimum que vous allez faire à ces patients-là, c'est une numération formule sanguine. Qu'est-ce que vous allez pouvoir voir assez rapidement sur la numération? C'est est-ce que le patient est anémique. Dans le cadre d'un choc hémorragique, vous avez le diagnostic assez rapidement. Des lactates. Les lactates, ça va vous donner l'apparition de lactates sanguins, éventuellement la gravité du choc. D'accord. Le ionogramme sanguin, est-ce que le patient est très déshydraté? La glycémie, est-ce que le patient a une polyurie osmotique qui peut expliquer une hypovolémie, etc. Des gaz du sang, donc là on va rechercher un autre paramètre qui est extrêmement important, qui est le pH sanguin. D'accord. Les lactates qui s'accumulent dans le sang, ça va être très acide, et donc vous allez avoir un niveau d'acidose associé, et en plus de l'oxygène et du gaz carbonique. Le groupe sanguin si on est dans le cadre d'un choc hémorragique, et puis des hémocultures et des prélèvements bactériologiques si on est dans le cadre d'un choc septique. Donc là vous avez un tronc commun assez universel à la prise en charge initiale des états de choc, et puis après, en fonction du type d'état de choc, vous aurez des traitements spécifiques.
Dans le choc hypovolémique, les éléments d'orientation que vous allez rechercher, donc c'est la notion d'une hémorragie extériorisée, d'accord? Je l'ai dit tout à l'heure, le malade qui est sur le bord de la route, ou le patient qui sort du bloc opératoire et qui a son pansement qui saigne, par exemple. La notion d'un contexte traumatique récent, qui peut expliquer un saignement important, un traumatisme du bassin, un traumatisme du thorax, etc. Des arguments en faveur d'un saignement dans une cavité, par exemple un hémopéritoine. Typiquement chez la femme jeune, le prototype, c'est la rupture de grossesse extra-utérine. Une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale chez des patients un petit peu plus âgés, ou la notion de cause qui pourrait entraîner l'hypovolémie, des pertes digestives par exemple, la diarrhée, des vomissements ou des pertes rénales. D'accord? Donc ça c'est assez facile à retrouver à l'examen ou à l'interrogatoire. Dans le cadre du choc cardiogénique, ce que vous allez rechercher c'est à l'interrogatoire la notion de cardiopathie connue, et notamment d'insuffisance coronaire. Est-ce que le patient est suivi pour des infarctus du myocarde? Est-ce qu'il est suivi pour des syndromes coronariens aigus? Est-ce qu'il a ou est-ce qu'il a eu des douleurs thoraciques? Est-ce qu'il a une notion de valvulopathie? Est-ce qu'il a eu déjà ou est-ce qu'il est suivi pour des troubles du rythme? Donc ça c'est assez simple à retrouver. Et puis là l'examen clinique va vous aider également. Vous allez pouvoir rechercher soit des signes d'insuffisance ventriculaire gauche, notamment des crépitants en base, d'accord, en plus de la baisse de la pression artérielle, soit des signes d'insuffisance ventriculaire droite, et notamment la fameuse turgescence jugulaire ou le reflux hépatojugulaire. Et puis vous allez vous aider également de l'électrocardiogramme, et surtout de l'échocardiographie, qui peut être faite en urgence, et qui va vous donner beaucoup d'informations sur l'état du myocarde, la dilatation, la contractilité du ventricule gauche ou du ventricule droit, éventuellement les pressions de remplissage, des choses qui permettent d'avoir une idée de ce qu'on appelle la précharge ou la post-charge. D'accord? Donc c'est cet examen qui va permettre d'avancer assez rapidement dans le diagnostic. Pour le choc de l'embolie pulmonaire, les éléments d'orientation sont extrêmement importants. Ça peut être parfois piégeant, d'accord? Il faut y penser de façon assez fréquente. Vous pouvez avoir des épisodes récents de dyspnée ou de douleurs thoraciques, d'accord? Parfois ça peut être également recherché dans le cadre de syncope. Chez des patients qui ont eu des thromboses veineuses, il faut toujours y penser, parce que parfois l'embolie pulmonaire survient avant qu'on ait pu diagnostiquer la phlébite ou la thrombose. Et puis il y a un certain nombre de facteurs prédisposants. Typiquement, le patient qui a une fracture de jambe et qui est immobilisé depuis 3 semaines, la patiente qui a fait 12 heures dans un avion et qui au moment de se lever pour sortir fait une douleur thoracique, la période post-opératoire, les patients qui ont des cancers. Tout ça, c'est des facteurs qui vont favoriser l'apparition de thrombose et éventuellement d'embolie pulmonaire. À l'examen clinique, vous allez rechercher des signes de défaillance cardiaque droite, donc reflux hépatojugulaire, turgescence jugulaire. Et là aussi, l'électrocardiogramme et l'échocardiographie vont amener des renseignements extrêmement importants. Et notamment à l'échocardiographie, vous allez chercher une dilatation du ventricule droit, d'accord, et une augmentation des pressions, notamment les pressions de l'artère pulmonaire. Donc si vous voyez ça, c'est assez significatif d'une embolie pulmonaire. Dans le choc septique, donc là on passe dans les chocs distributifs, vous avez des signes cliniques qui sont généralement assez typiques d'infection. Si vous voulez faire simple, état de choc plus fièvre, en théorie ça suffit pour vous orienter vers un choc septique. Après vous allez avoir d'autres signes associés qui vont être des signes d'infection, donc fièvre et frisson, et puis des signes spécifiques de la localisation de l'infection. Si c'est une péritonite, le patient va avoir mal au ventre et va avoir une contracture. Si c'est une infection respiratoire, le patient va tousser, va cracher, va être polypnéique. Si c'est une infection neurologique, il va y avoir un certain niveau de confusion, d'obnubilation, éventuellement des signes cutanés. Si c'est une infection urinaire, il va y avoir des notions de brûlure urinaire, etc. Donc à chaque fois, vous allez pouvoir avoir des signes associés qui vont vous orienter vers le site de l'infection. Et puis le choc anaphylactique, donc c'est assez fréquemment la notion d'allergie et la notion de contact avec quelque chose qui peut être soit une piqûre de guêpe ou du venin de serpent, d'accord, là c'est assez simple à diagnostiquer. Ça peut être une allergie alimentaire, les cacahuètes, le kiwi, l'iode, etc. Ou ça peut être également un médicament. D'accord. Et quand c'est un médicament injecté parmi plusieurs médicaments, c'est pas toujours évident à diagnostiquer. Le modèle classique de choc anaphylactique aux médicaments, c'est quoi?
les antibiotiques, d'accord, et effectivement souvent la pénicilline. Et puis il y a une autre classe de médicaments qui est assez fréquente, qui sont des médicaments d'anesthésie, qui sont les curares. Voilà. Donc avec ces médicaments-là, on est souvent alerté, mais il faut savoir y penser et savoir bien réfléchir pour diagnostiquer si c'est une allergie à tel ou tel médicament. Dans ces cadres-là, vous allez avoir des signes cutanés, érythème, urticaire, œdème, etc. Les patients vont vous dire qu'ils ne se sentent pas bien, qu'ils ont des difficultés à respirer, etc. Et vous pouvez avoir également un bronchospasme et puis un gonflement du visage qui signe l'œdème de Quincke. Alors, pour reprendre donc les grandes lignes, maintenant qu'on a vu les différentes étiologies, les grandes lignes du traitement en urgence en fonction des étiologies. Dans tous les cas, le problème de départ, c'est la diminution de la perfusion tissulaire et l'inadéquation entre les apports et les besoins en oxygène. Donc le but du traitement, ça va être de répondre à ça, d'accord, et de restaurer une perfusion tissulaire adéquate, de restaurer un apport en oxygène et une extraction en oxygène suffisante pour les cellules, et puis faire disparaître les signes cliniques de choc. D'accord? En fonction des types de choc, la façon d'arriver à ce résultat-là va être différente. Il y a 3 catégories de traitements principaux que vous allez pouvoir utiliser. Le premier, qui est assez universel et qu'il va falloir faire dans la grande majorité des états de choc, c'est ce qu'on appelle le remplissage vasculaire. D'accord? Avec ce traitement-là, vous allez agir sur l'hypovolémie. Le deuxième, c'est l'utilisation des agents vaso- ou cardioactifs. Et avec ce traitement-là, vous allez pouvoir agir sur 2 choses. La vasodilatation et dans une certaine mesure, le débit cardiaque. D'accord? Notamment en agissant sur la contractilité du myocarde. Et puis après, il y a des traitements qui sont spécifiques et qu'on va revoir, donc par exemple la transfusion en choc hémorragique. Alors l'expansion volémique, c'est le premier traitement à envisager immédiatement. Et je vous ai dit, quand vous arrivez et que vous voyez un patient qui a une hypotension, vous êtes déjà en retard. D'accord? Donc remplissage vasculaire, ça doit être presque un réflexe monosynaptique. Vous voyez un patient qui a un état de choc, vous pensez tout de suite, sauf s'il a une contre-indication évidente, mais on va la revoir, à le remplir. Donc pour le choc hypovolémique, c'est le traitement logique, d'accord? Le patient a une baisse de la volémie, vous allez restaurer la volémie en faisant du remplissage vasculaire. Pour le choc septique, c'est un traitement qui va être essentiel, parce qu'il y a une hypovolémie importante, une vasodilatation importante. Même si ce n'est pas le traitement étiologique, ça va participer à inverser les signes de l'état de choc et à essayer de gagner du temps sur la récupération du patient. Pour le choc anaphylactique, ça va être utile et important. Et pour le choc obstructif, donc le choc de l'embolie pulmonaire, c'est souvent un remplissage qui est également utile. La seule indication pour laquelle on ne va pas faire de remplissage immédiat, c'est le choc cardiogénique non obstructif. Donc typiquement, un patient qui va faire une insuffisance ventriculaire gauche aiguë sur un infarctus du myocarde, le remplissage vasculaire important, pour lui, ça ne va pas être bénéfique et ça va être illogique et potentiellement délétère. Si son cœur n'arrive pas à pomper et qu'on lui met plus de volume, le cœur n'arrivera pas plus à pomper. D'accord ? Alors, on va pouvoir utiliser plusieurs choses pour remplir. On va pouvoir utiliser des solutés, qu'on appelle des solutés cristalloïdes, ou éventuellement des solutés colloïdes. Donc on va les revoir, vous en avez quelques-uns ici. Il y a du sérum physiologique, il y a des choses, il y a des molécules de synthèse qui sont des macromolécules, type voluven ou autre, et puis des gélatines qui sont intéressantes aussi parce qu'elles vont produire un effet qui va améliorer la volémie assez rapidement. Toutes ces molécules-là ont aussi des inconvénients. Alors avec quoi on peut faire de l'expansion volémique? Avec des solutions salées, c'est le plus simple, d'accord? C'est le moins embêtant. Donc on prend du sérum salé isotonique à 9 pour 1000 ou du ringin lactate. Et on peut également utiliser des substituts, ce qu'on appelle des substituts colloïdaux du plasma. Donc je vous ai dit des gélatines ou d'hydroxyéthylamidon. Les gélatines, c'était très utilisé jusqu'à il y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années. Le problème principal des gélatines, c'est qu'elles venaient notamment, elles étaient dérivées des gélatines de bœuf. D'accord ? Avec la maladie de la vache folle, c'était un peu moins glamour d'utiliser ça. Les hydroxyéthylamidons, c'est des molécules de synthèse. Il y a beaucoup de discussions sur leur innocuité. Dans certaines situations, elles sont quand même utilisées. Donc les solutions salées, celles que vous avez à disposition, le sérum physiologique ou le ringin lactate, vous avez leur composition ici. Ce qui est important de comprendre, c'est que si vous voulez restaurer la volémie,
c'est pas uniquement de l'eau libre qu'il faut amener, d'accord? C'est dans ce cadre-là du sodium. Et c'est le sodium qui va faire rester l'eau dans le volume extracellulaire, dans le volume plasmatique. Donc là, vous avez 154 millimoles de sodium dans le sérum Phi, 131 dans le ringère lactate. Il y a un petit peu de potassium. Et puis, il faut faire attention parce que dans le ringère lactate, comme son nom l'indique, il y a un petit peu de lactate. D'accord? Donc, c'est pas forcément toujours une bonne idée, si le niveau de lactatémie est élevé, de ramener du lactate en plus. Alors, les cristallides isotoniques, ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez les amener, vous allez augmenter l'espace intravasculaire, d'accord, et vous allez améliorer la volémie, mais de façon simplement transitoire. Le problème, c'est que l'espace vasculaire, il va augmenter un petit peu, mais rapidement, ces solutés-là, ils vont fuir, d'accord, ils vont passer de l'espace intravasculaire dans l'espace extravasculaire assez rapidement. Voilà. Et donc, ça veut dire que l'espace extravasculaire est là. Dans un temps assez restreint, l'effet sur l'espace intravasculaire que vous allez amener, il va être limité et le liquide va fuir dans le liquide extracellulaire. D'accord? Donc pour quelques-uns d'entre vous qui ont vu ou vous allez voir des patients qui ont des chocs septiques, des chocs hémorragiques, etc., qui ont été beaucoup remplis, vous verrez une des caractéristiques, c'est qu'ils ont beaucoup d'œdème. D'accord? Simplement, c'est la manifestation de ça. Le liquide qu'on va amener, il va fuir à travers la paroi des vaisseaux et il va aller dans l'espace extracellulaire. Ce qui est intéressant dans l'utilisation des solutions salées isotoniques, c'est qu'elles sont dénuées d'effets toxiques. Notamment, je vous ai parlé des gélatines de bœuf ou des hydroxyéthylémédons. On les utilise en quantité illimitée, on peut remplir beaucoup, même si on sait qu'il y a quand même une certaine limite qu'il ne faut pas dépasser. Elles sont facilement disponibles, elles ne coûtent pas grand-chose et elles sont facilement stockables. Le pouvoir d'expansion volémique, il est relativement faible, d'accord? La volémique qu'on va pouvoir amener avec, elle n'est pas très importante, même si c'est un traitement important, l'effet va être assez limité et surtout il va être limité dans le temps. C'est ça qui est important, d'accord? Et donc ça va être lié à l'apparition de beaucoup d'œdème par la suite. Les solutions colloïdes, ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez les amener, ça va augmenter donc la volémie et l'espace intravasculaire, mais ça va laisser non modifié l'espace extravasculaire, simplement parce que c'est des très grosses molécules qui ne passent pas la barrière des vaisseaux. Donc ces molécules que vous allez amener, elles vont avoir un effet osmotique, elles sont concentrées, et donc elles vont attirer dans une certaine mesure du liquide de l'espace extracellulaire, et non seulement vous faire ça, mais en plus, elles ne peuvent pas passer la barrière des vaisseaux, donc elles ne vont pas fuir à travers les vaisseaux, et notamment dans l'espace extravasculaire. Donc l'expansion volémique que vous allez amener, elle va être essentiellement dans le domaine intravasculaire, ce qui est l'effet recherché, idéalement. D'accord ? Donc on utilise pour ça des gélatines, et vous voyez là l'effet d'expansion volémique, il est beaucoup plus important que les cristalloïdes. On a une utilisation, alors illimitée peut-être pas, mais qui est raisonnable on va dire. Le problème c'est qu'il y a des problèmes de toxicité et il y a parfois quelques réactions allergiques puisque c'est des produits dérivés de synthèse. Pareil pour l'hydroxyéthylamidon, un effet d'expansion volémique très important. On peut l'utiliser en quantité limitée. Et là, l'autre particularité, c'est que ça a certains effets, notamment sur l'hémostase. Évidemment, ces molécules-là, elles sont beaucoup plus chères que le sérum physiologique. Alors, il y a beaucoup de débats sur ces choses-là. Je ne vais pas rentrer dans la discussion. Pour vous, vous retenez qu'il n'y a pas de preuve de supériorité de l'une ou de l'autre type de remplissage. Notamment des colloïdes, il n'y a pas de supériorité des colloïdes sur les cristalloïdes, il n'y a pas de supériorité d'un colloïde à un autre. Ce qui est important, c'est de bien tenir compte de l'espace de distribution des solutés, de réévaluer le niveau d'hypovolémie des patients et d'adapter le remplissage vasculaire. Voilà. Typiquement, ce qu'on essaye de faire dans les chocs hypovolémiques par perte hydrosodée, c'est de favoriser les cristalloïdes. Et dans les autres situations, d'essayer d'associer les deux, notamment s'il y a besoin de volume important, on va favoriser les colloïdes. Donc typiquement, le choc hémorragique, important, avant qu'on puisse transfuser le patient, on préférerait utiliser des colloïdes parce qu'ils ont un effet d'expansion volémique plus important. La transfusion, on va en parler un petit peu. Alors, juste pour vous expliquer, donc c'est le traitement du choc hémorragique, le traitement étiologique. Il y a un certain nombre de prérequis habituels parce que transfuser du sang d'un donneur à un receveur, ça va nécessiter un certain nombre de conditions de sécurité. D'abord, on va vérifier la compatibilité des groupes sanguins.
vérifier que le groupe sanguin est valide et on fait 2 déterminations chez le receveur et il y en a plusieurs chez le donneur également. On va phénotyper les différents sous-groupes sanguins, et notamment Rhésus et Kell. Et puis on va faire ce qu'on appelle la recherche d'anticorps irréguliers, c'est-à-dire des anticorps qui pourraient entraîner une destruction des globules rouges du culot que le patient va recevoir. Idéalement, et hors situation urgentissime, cette recherche d'anticorps irréguliers, elle doit dater de moins de 3 jours. Dans les situations où le patient est en train de mourir sous vos yeux et où on n'a pas le temps de faire la recherche d'anticorps irréguliers qui prend 1h30, à ce moment-là, on transfuse avec des culots qui sont O négatifs, ce qu'on appelle les donneurs universels. Donc en urgence, la transfusion, elle est très réglementée. D'accord ? Il y a 3 niveaux d'urgence. Ce qu'on appelle l'urgence vitale immédiate, c'est le patient qui est en train de mourir sous vos yeux. On ne fait pas de groupe s'il n'y en a pas. On ne fait pas de tube de RAI si on n'a pas le temps. Et on utilise des culots de globules rouges O négatifs. Et ça, on l'a immédiatement, d'accord ? On a un patient qui saigne, on demande, la banque du sang le délivre tout de suite. Premier niveau d'urgence. Deuxième niveau d'urgence, c'est l'urgence vitale. Donc là, on fait un groupe sanguin, on vérifie le groupe du patient, le groupe du receveur, et on peut ne pas faire de RAI s'il n'y en a pas, et on a les culots en moins de 30 minutes. D'accord ? Donc vous voyez que c'est un petit peu moins rapide, mais ça reste assez efficace. Et puis il y a l'urgence relative, donc c'est le patient qui arrive avec une anémie mais qui la tolère plutôt bien. Et à ce moment-là, on fait toutes les procédures de vérification, groupe sanguin, Rhésus, Kell, etc. Les RAI, on vérifie qu'elles sont conformes. Et à ce moment-là, on fait la transfusion. Dans tous les cas, il y a un certain nombre de règles pour la transfusion. La première, c'est qu'on va avoir des objectifs d'hémoglobine entre 7 et 10 grammes par litre en fonction des patients. Généralement, une règle d'approximation, c'est que 1 kg sanguin, une unité de sang, augmente l'hémoglobine de 1 gramme par décilitre chez un patient qui fait à peu près 70 kg. D'accord ? C'est un petit peu plus, 1,5 g par décilitre si le patient fait 50 kg, et un petit peu moins si le patient est un petit peu plus gros. Voilà. Dans tous les cas, quand on utilise la transfusion, on va vérifier avant de transfuser que le culot qu'on va donner au patient n'est pas dangereux pour le patient. Et on fait ça au lit du patient, devant lui, d'accord, avec ce qu'on appelle le contrôle ultime pré-transfusionnel, qui s'appelle le contrôle de Bette-Vincent. Comment ça se passe une transfusion? Donc on va prendre une tubulure avec un filtre, parce qu'il peut y avoir des petits caillots, et éventuellement, en fonction des situations, on peut même accélérer la transfusion. Donc on va prendre une poche pneumatique qui va appuyer sur le culot de sang et qui va accélérer le passage, ou utiliser ce qu'on appelle des pompes à sang, des blood pumps, ou des accélérateurs éventuellement avec des réchauffeurs. Ce qu'on essaye d'éviter, c'est de transfuser en même temps qu'on va passer du ringère lactate et de mettre des médicaments sur des tubulures où on va passer du sang. Ce qui est important, c'est que quand vous transfusez des patients, vous le reverrez dans le cadre des situations d'urgence et de l'hématologie, il faut toujours surveiller les patients. D'accord ? Alors, l'expansion volémique, comment ça se fait? Donc, le facteur le plus important de l'efficacité à vérifier, c'est le débit cardiaque. D'accord ? Donc, on a dit tout à l'heure 2 voies veineuses périphériques. On va mettre des calibres suffisants, ça se mesure en gauge. Donc, vous verrez ça dans l'atelier perfusion. 14 gauges ou 16 gauges sont des diamètres importants. On essaye de ne pas les mettre sur des membres qui ont été traumatisés ou qui ont été opérés, par exemple. Généralement, donc on met au bras, au pli du coude, en veine jugulaire externe. On n'a pas forcément besoin de mettre de voie centrale en première intention parce que le calibre est souvent plus petit que les voies veineuses périphériques. Et si on ne trouve rien du tout sur les bras, on peut utiliser la veine jugulaire externe qui peut être plus facile à perfuser, qui est dans le cou des deux côtés. Quand on perfuse, on prélève les examens biologiques, d'accord ? Et si on a mis des perfusions de bon calibre, on peut accélérer le remplissage. Donc on appuie simplement sur la poche de perfusion, on peut mettre des manchons pneumatiques, ou alors il y a des petites pompes, c'est des petites pompes à la main qui se mettent sur la tubulure et qui permettent d'accélérer. Si on fait ça, il faut faire bien attention qu'il n'y ait pas de bulles dans le système, d'accord ? Parce que parfois, quand on pompe très vite, s'il y a des bulles, le patient peut faire des embolies gazeuses. Alors, les traitements spécifiques maintenant. Donc le choc hémorragique, 2 objectifs simultanés. Premièrement, le traitement étiologique, c'est arrêter le saignement, d'accord ? Obtenir l'hémostase. Donc ça peut être la chirurgie, ça peut être l'endoscopie, ça peut être l'embolisation.
Typiquement, quand vous êtes au SAMU, sur le terrain, etc., c'est la pose d'un garrot. Quand vous êtes au bloc opératoire, c'est la ligature d'une artère ou d'une veine qui saigne, ou la cautérisation. Si vous êtes en endoscopie, ça peut être la cautérisation au bistouri électrique, etc. Donc l'objectif principal, c'est arrêter le saignement. En parallèle, il faut restaurer la volémie, d'accord, et restaurer la perfusion et l'oxygénation tissulaire. Donc ça veut dire remplissage en premier, et très rapidement, transfusion. Donc si on n'a pas la transfusion, le remplissage avec des solutés cristalloïdes et surtout colloïdes, c'est une solution d'attente. Et puis dès qu'on a des culots globulaires, on va pouvoir en passer pour que le patient puisse récupérer de l'hémoglobine et de la volémie. Dans le choc hémorragique, il y a un certain nombre de choses qu'il faut éviter. La première, c'est se dire qu'on va juger la gravité de l'hémorragie sur le chiffre initial d'hémoglobine. D'accord ? La gravité, elle est sur la tolérance clinique. Deuxième problème, ne surtout pas retarder l'hémostase d'une hémorragie qui va persister. D'accord ? Je vous ai dit, premier objectif, c'est obtenir l'hémostase, donc arrêter les saignements. Troisième erreur, c'est ne pas remplir suffisamment. Et encore une fois, on a souvent tendance à sous-estimer les pertes sanguines, pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, l'adaptation, etc. Et puis, dernière chose, c'est des patients qui sont très hypovolémiques. Si vous les mobilisez brutalement, la volémie va varier de façon importante et il peut y avoir des altérations importantes du débit cardiaque simplement par une diminution du retour veineux. Donc typiquement, le patient que vous mettez debout et qui est en choc hémorragique, tout le sang va descendre dans les jambes, il n'y en aura plus qui va revenir au cœur et là, ça va très mal se passer. D'accord ? L'autre catégorie de traitement, donc on a vu l'expansion volémique, c'est les agents vaso-cardioactifs. Donc là, c'est des agents qui vont reproduire l'activité du système nerveux sympathique et qui vont avoir des effets vasculaires mais aussi cardiaques. Et on va utiliser des catécholamines naturelles ou des catécholamines synthétiques. Donc les catécholamines naturelles, c'est la noradrénaline, c'est l'adrénaline et dans une certaine mesure, mais on utilise beaucoup moins la dopamine. Et les catécholamines synthétiques, c'est la dobutamine. Donc on va voir sur quoi agissent ces différentes molécules. Ce qui est intéressant, c'est que les catécholamines, elles vont toutes agir sur des récepteurs adrénergiques. Ces récepteurs, ils sont situés sur le cœur et sur les vaisseaux. Donc typiquement, les récepteurs alpha 1 notamment vont être situés sur les vaisseaux et ils vont induire une vasoconstriction. Ils vont resserrer le diamètre des vaisseaux. Les récepteurs bêta 2 vont entraîner une vasodilatation. D'accord ? Et puis sur le cœur, les plus importants à connaître, c'est les récepteurs bêta 1 qui vont augmenter la contractilité du myocarde, donc la force de contraction du myocarde, et qui vont augmenter la fréquence cardiaque. Donc ça s'appelle les effets chronotropes et les effets inotropes. D'accord ? Sur le cœur, les récepteurs alpha 1, ils vont augmenter un petit peu la contractilité. Donc dans les différentes catécholamines qu'on va pouvoir utiliser, je vous les ai classées ici. Il y a essentiellement la noradrénaline, l'adrénaline et la dobutamine. La noradrénaline, elle va agir essentiellement sur les alpha 1, donc essentiellement sur les vaisseaux, et donc entraîner essentiellement une vasoconstriction. D'accord ? Donc c'est la catécholamine de choix qu'on va utiliser pour faire face à une vasodilatation importante, notamment dans le choc. Personne écoute. Dans le choc septique. D'accord ? Le problème principal du choc septique, c'est la vasodilatation. Noradrénaline, alpha 1, vaisseau, vasoconstriction. Adrénaline, elle va agir à la fois sur les alpha 1, à la fois sur les bêta 1 et à la fois sur les bêta 2. D'accord ? Donc elle va agir à la fois sur les vaisseaux, à la fois sur le cœur. Et elle va entraîner une vasoconstriction puissante, mais aussi une augmentation de la fréquence cardiaque et de l'inotropisme, de la contractilité. D'accord ? Donc l'adrénaline, elle a ces deux actions, cœur et vaisseau. Et la dobutamine, elle agit principalement sur le cœur, elle n'agit pas du tout sur les vaisseaux. Et donc elle va agir sur les récepteurs bêta 1 du cœur, et elle va augmenter la fréquence cardiaque, et elle va augmenter l'inotropisme du cœur, la contractilité du cœur. D'accord ? Donc, noradrénaline, vaisseau, adrénaline, cœur et vaisseau, dobutamine, cœur. Ok ? Ce sont des agents qui sont extrêmement puissants. Si vous donnez 1 mg d'adrénaline à quelqu'un qui est conscient et qui est en pleine forme, ça va lui faire très très bizarre, d'accord ? Ça va monter très fort la pression artérielle, ça va augmenter très rapidement la fréquence cardiaque, mais ça va diminuer également très rapidement parce que ces agents, ils ont une demi-vie courte. Donc ça veut dire que quand on a besoin de les donner à des patients, on va les donner
par voie intraveineuse, à débit régulier, c'est absolument important, il ne faut absolument pas qu'il y ait d'à-coups, et surtout à débit continu, c'est-à-dire que quand vous donnez de la noradrénaline, si vous en donnez puis que vous arrêtez, dans les 30 secondes qui suivent, l'effet du médicament s'arrête, d'accord? Ça se voit très bien en réanimation chez des patients qui ont des perfusions d'adrénaline ou de noradrénaline. S'il y a une petite bulle sur la tubulure, vous pouvez avoir des baisses de pression artérielle qui sont importantes. Donc débit régulier, débit continu avec des seringues électriques. Par voie périphérique, quand on ne peut pas faire autrement au début de la prise en charge, et sinon c'est par voie centrale, pour des raisons de régulation du débit et de toxicité des médicaments. D'accord ? Les indications préférentielles de ces médicaments, donc dans le choc septique, je vous ai dit le choix c'est noradrénaline ou éventuellement adrénaline. Dans le choc anaphylactique, on va agir à la fois sur les vaisseaux et sur le cœur, et donc on va traiter avec l'adrénaline. Et dans le choc cardiogénique, où là on n'a pas du tout besoin d'agir sur les vaisseaux, mais essentiellement sur le cœur, on va agir avec la dobutamine. Dans les états de choc sévères, on peut associer éventuellement noradrénaline et adrénaline. C'est rare et c'est vraiment dans des situations qui sont compliquées. D'accord ? Donc retenez vraiment des choses de façon schématique. Choc septique, noradrénaline. Choc anaphylactique, adrénaline. Choc cardiogénique, dobutamine. Ouais. Parce que ça entraîne une vasoconstriction importante, et donc sur des circulations périphériques dans les membres, il peut y avoir des vasoconstrictions sur les membres. Alors, dans le choc septique, première chose à faire, on a dit tout à l'heure, remplissage vasculaire. Très rapidement, je vais vous donner l'arbre thérapeutique. Si le remplissage est inefficace, on va administrer des catécholamines. Donc la noradrénaline, on commence à 1 mg par heure en perfusion continue, et ensuite on ajuste en fonction de la pression artérielle. D'accord ? Parallèlement, on fait tous les examens qui sont nécessaires, ne pas oublier les prélèvements bactériologiques systématiques, notamment les hémocultures, et puis des prélèvements ensuite en fonction du contexte, prélèvement urinaire si c'est une infection urinaire, prélèvement respiratoire, prélèvement de liquide céphalorachidien, etc. Et on met en place une antibiothérapie probabiliste. Ça, c'est les bases du traitement du choc septique. Ce qui est important de comprendre, donc là, c'est la stratégie. Quand vous allez prendre en charge un patient, vous allez commencer à le remplir. D'accord ? Il va falloir réévaluer en permanence l'efficacité de votre traitement. D'accord ? Vous remplissez votre patient, on va commencer par 500 ml de cristalloïdes ou de colloïdes en débit libre. Généralement, ça prend 10 à 15 minutes. Au bout de 10 à 15 minutes, on va réévaluer la situation. Si ça a marché, c'est parfait. Si ça n'a pas marché, on peut faire un deuxième test de remplissage et d'expansion volémique. 500 ml en 15 minutes. D'accord ? Pareil, au bout du deuxième remplissage, on réévalue. Si ça n'a pas marché, très rapidement, on commence des catécholamines. Et donc là, dans le choc septique, c'est la noradrénaline. Donc ça veut dire qu'en théorie, un patient qui est en état de choc, si au bout de 30 minutes ou de 2 expansions volémiques, il n'a pas restauré une hémodynamique satisfaisante, on va débuter des catécholamines. D'accord ? Vous voyez que c'est très rapide. Et puis après, on va pouvoir continuer à le remplir, et après, on va pouvoir monitorer de façon un peu plus importante. 2 expansions volémiques, et si c'est inefficace, catécholamine. Dans le choc anaphylactique, le traitement est un petit peu différent. Le traitement principal, ça va être l'adrénaline. Donc là, on peut faire des petites doses, soit par voie intraveineuse, soit par voie sous-cutanée, d'accord, ou intramusculaire. Donc vous voyez qu'on est à 0,1 à 0,5 mg. Et en fonction de l'état du patient, et si la pression artérielle et si l'état continue à s'aggraver, on peut être amené à mettre en place des perfusions continues. D'accord ? Parallèlement, on met du remplissage, on fait de l'expansion volémique, et puis on va également donner des corticoïdes qui vont agir sur la composante allergique. Le traitement principal, encore une fois, dans le choc anaphylactique, c'est adrénaline. Ok ? Dans le choc cardiogénique, la prise en charge est un petit peu différente. Elle va être fonction de la cause. Je vous ai dit tout à l'heure que les défaillances cardiaques pouvaient être de différentes causes. Donc ça peut être de l'ischémie, ça peut être une valvulopathie, ça peut être un trouble du rythme. En fonction de ça, on va avoir différentes stratégies étiologiques pour prendre en charge les patients. Et généralement, avec l'évaluation clinique et l'échocardiographie, on a les premières pistes pour traiter le patient. De première intention, et si on a des arguments pour penser qu'il y a une défaillance myocardique du muscle cardiaque, le traitement de choix, ça va être la dobutamine. D'accord ? Ce n'est pas l'expansion volémique,
C'est vraiment la dobutamine et c'est ça qui va permettre d'améliorer la circulation sanguine et d'améliorer le débit cardiaque. Dans certains cas, mais encore une fois dans certains cas uniquement et après évaluation échographique, on peut être amené, vous le verrez peut-être, à faire un petit peu d'expansion volémique prudente chez ces patients-là. Mais encore une fois, ce n'est pas la règle. Les points importants si on veut faire la conclusion de tout ça, c'est que, donc je l'ai dit, le diagnostic de choc, il est clinique. Quand vous voyez les choses avec la pression artérielle, vous êtes déjà très en retard, il y a beaucoup de manifestations qui sont moins visibles, qui se sont passées. Notamment sur les chocs quantitatifs avec les mécanismes d'adaptation. Dans la plupart des cas, un examen clinique simple, un interrogatoire simple, vous permet de déterminer la cause du choc. D'accord ? Un état de choc avec de la fièvre, jusqu'à preuve du contraire, c'est un choc septique. Un état de choc avec des vomissements ou avec des saignements importants, c'est un état de choc hémorragique. Un état de choc chez un patient qui vous dit « je viens de manger des cacahuètes » ou « j'ai été piqué par une guêpe », le plus probable c'est que ce soit un choc anaphylactique. Donc raisonnez de façon simple à partir de ça. Une fois que vous avez identifié l'état de choc et la cause, le traitement il est immédiat. Si vous ne faites pas ça, les patients ils meurent. D'accord ? Ça va très vite. Le remplissage pour contrer l'hypotension. Et puis ensuite, en fonction de l'étiologie, dans le choc hémorragique, c'est essentiellement remplissage et éventuellement transfusion. Dans le choc septique, c'est remplissage et catécholamine, puis antibiothérapie. Et dans le choc anaphylactique, c'est adrénaline. D'accord ? Je ne vous ai pas détaillé le traitement de l'embolie pulmonaire qui est un petit peu spécifique. Là, le traitement, ce n'est pas forcément des catécholamines, c'est un petit peu de remplissage, mais c'est surtout d'arriver à débloquer le bouchon qui empêche l'éjection du ventricule droit. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle la thrombolyse, ou éventuellement aspirer le thrombus qui est dans l'artère pulmonaire et faire en sorte que le sang puisse à nouveau circuler entre le cœur droit et le cœur gauche. Donc c'est une catégorie qui est un petit peu différente. Voilà. Donc les états de choc, vous en verrez souvent dans votre vie d'étudiant ou dans votre vie de docteur en fonction de ce que vous ferez. C'est toujours des urgences, d'accord ? Et encore une fois, on est toujours en retard. Donc ne perdez pas de temps à reconnaître ces patients et à prendre en charge ces patients. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc vous reverrez toutes ces notions-là dans les ateliers qui auront lieu mardi. Il y aura des cas pratiques pour bien comprendre chaque état de choc. J'avais une question par rapport à l'oxygénothérapie.